Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire présenté par Sylvain Badina sur notre plateforme maconta.fr. Le thème aujourd'hui est la fiscalité des véhicules de société. Voilà, avant de commencer, on va juste attendre 1 ou 2 minutes qu'on accepte tous les gens qui sont actuellement en salle d'attente. Sylvain Badina, que je ne présente plus, mais qui est un ancien expert comptable, notre directeur produit au sein de Maconta et qui vous suit sur les webinaires depuis presque 1 an maintenant, chaque semaine, sauf accident de notre côté. Et qui ce matin va à nouveau prendre la main, vous présenter ce sujet qui a été choisi, qui peut paraître un petit peu restrictif, mais on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de questions de nos utilisateurs sur ce sujet. Sylvain qui chapeaute également l'assistance technique de maconta.fr, je pense que tu peux difficilement me contredire sur ce point. Est-ce qu'on est bon sur les accueils des participants? J'ai l'impression qu'on est bon. Sylvain, du coup, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Merci à toi encore de présenter ce thème, la fiscalité des véhicules de société, ce que vous devez savoir, où tu vas pouvoir venir récapituler un petit peu à nos utilisateurs les frontières de ce sujet, tout ce qui va être taxes à l'achat et taxes annuelles, les fiscalités annuelles et la fiscalité de la revente, quel usage, comment gérer un usage mixte perso-pro et comment gérer l'utilisation d'un véhicule personnel, pardon. Sylvain, je te laisse la main et je me mets sur l'onglet Q&R sur lequel vous pouvez poser vos questions. Merci de privilégier cet onglet à l'onglet conversation où il est difficile de vous répondre directement et on prendra quelques questions à l'oral en fin de présentation si ça te va, Sylvain. J'active le micro. Merci Quentin, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça me va, on part comme d'habitude. Aujourd'hui, on a aussi, comme souvent, Aminata et Émilie pour nous accompagner et vous répondre sur les questions. Et ben on va attaquer tout de suite. Je vais vous partager mon écran. Hop, partager, tac, hop, diaporama à partir du début. Voilà. Donc l'idée de ce webinaire, c'était de faire un petit peu le tour de ce qu'on appelle les véhicules de société. Euh, et on va voir tout de suite le plan qu'on a prévu. Donc on est toujours, j'allais dire un peu comme d'habitude, sur des notions pratiques liées à l'usage et les conséquences de détenir un véhicule par une société, quel que soit le mode de financement, et d'utiliser ce véhicule à des fins professionnelles. Le plan, on va vous faire rapidement cadrer de quel véhicule on va parler. On va parler de toutes les taxes qui existent, qu'elles soient à l'achat ou que ce soit des taxes annuelles. On va parler de la fiscalité à l'utilisation du véhicule et puis de la fiscalité lors de la vente. Et puis on fera un point après sur des notions qui sont un petit peu importantes, qui est l'usage mixte. Donc c'est le fait de se servir à titre personnel d'un véhicule qui appartient à la société. Et l'autre cas, l'utilisation pour des besoins professionnels d'un véhicule personnel. De quel véhicule allons-nous parler aujourd'hui? On parle donc des véhicules de tourisme. Je vous ai mis une petite copie de carte grise que j'avais récupéré dans un de mes anciens dossiers. Euh, une petite copie de carte grise. Les véhicules de tourisme, c'est ceux qui vont être en catégorie M1, donc sur votre carte grise J7. J1, pardon. J'ai mis J7, mais c'est J... Non, J, pardon. Voilà.
Je vais y arriver. Donc, on va enlever le 7 sur le slide que je vais vous donner. Donc, catégorie J. Ceux qui sont marqués M1 sont des véhicules de tourisme. Et après, on a un dérivé en J1. VP, ça veut dire voiture particulière. Et on aurait aussi des catégories en J7, en J, pardon, qui peuvent être N1. Et on aurait en place assise, donc en S1, 5 places. Donc, si on est N1 et avec 5 places, c'est normalement qu'on est dans un véhicule de tourisme. Ces catégories-là de véhicules visent ce qu'on appelle les pick-up, mais les pick-up qui sont aménagés avec une deuxième rangée de sièges derrière, et donc qui sont considérés comme des véhicules de tourisme et pas comme des véhicules utilitaires. Donc on parle que de ces véhicules-là, et donc par opposition, on ne parle pas aujourd'hui de tous les véhicules qui vont être des véhicules utilitaires. Vous allez avoir notamment dans le genre camionnette, CTTE, on parle pas des camions, on parle pas des petits fourgons, on parle vraiment des véhicules de tourisme, celui qu'un particulier normalement utilise aussi. Je vous ai mis sur cette carte grise aussi deux éléments en jaune que vous allez retrouver. Le G, c'est la masse du véhicule en état de route, et vous verrez qu'on a des taxes qui sont basées sur cette catégorie-là. C'est pour ça que je voulais surligner dans la carte grise. Et le V7 cette fois, donc là il y a bien un 7, c'est l'émission de de CO2 par kilomètre. Et c'est aussi un élément qui sert de base à des taxations. Et donc, on verra comment il est utilisé dans les barèmes. Pareil pour cadrer le sujet, est-ce qu'il y aura des exceptions, c'est-à-dire des véhicules qui vont correspondre à ces critères-là, on va dire principalement M1, mais qui ne sont pas concernés par ce qu'on va dire? Oui, il y en a. Je pense pas qu'on soit complètement concerné, peut-être autour du webinaire, c'est pas les cas plus fréquents, mais une société qui va utiliser des véhicules et les mettre en location, donc un loueur de véhicules, n'est pas concerné par ce qu'on va dire. Des sociétés qui font des transports de personnes, typiquement des taxis, des ambulances, ou pas du transport de personnes, mais c'est de la formation, les auto-écoles, ne sont pas concernées par ce qu'on va dire aussi. Des activités particulières ne sont pas concernées dans certains cas par ce qu'on va dire, notamment pour les pick-up. Donc les domaines skiables ont quelques particularités. Je suis pas sûr qu'il y ait des exploitants de domaines skiables présents. Ceux qui ont des activités agricoles et forestières, ça peut-être qu'on pourrait en avoir un petit peu plus aussi des particularités. Les véhicules qui sont aménagés, notamment qui sont aménagés pour accueillir des passagers ou même le conducteur dans une situation de handicap et notamment en fauteuil roulant ont aussi des exonérations. On n'en parle pas aujourd'hui. Et des véhicules qui seraient dédiés à la compétition sportive ont aussi des particularités. On n'en parle pas aujourd'hui. On est dans le cas du chef d'entreprise de manière très large, quel que soit le statut de son entreprise, ou du salarié. Et donc l'entreprise a un véhicule qui est affecté à des fins professionnelles. Voilà, donc tous ces cas-là non traités dans notre webinaire. On commence par une partie de taxes. Lors de l'achat. Donc là, on parle des taxes lors d'un achat, que ce soit un véhicule neuf ou un véhicule importé, donc plutôt neuf en France ou première immatriculation en France. On a assez peu, j'ai mis pas, mais j'ai mis peu pour être sûr de ne pas dire de bêtises, de distinction entre savoir si vous faites un achat personnel ou un achat au travers d'une société. Vous avez des taxes à l'achat, c'est à peu près les mêmes. On a un malus au CO2, donc le fameux V7, le nombre de grammes qui est émis par le véhicule. Et donc le malus dépend d'un barème. Donc pareil, Aminata va vous mettre dans le lien, à chaque fois je vous ai mis les barèmes, qui va de 0 € de malus quand on est à moins de 108 grammes de CO2. Et je vous ai mis des types de voitures. Alors c'est pas de la pub, hein, toujours pareil, mais c'est pour qu'on se rende compte. C'est une petite Yaris, une petite Clio, une petite 208 et certaines motorisations uniquement, hein, quand on est sur des motorisations hybrides et pas des gros moteurs. Et on va jusqu'à 80 000 € de malus à l'achat. Donc bien sûr, tout ce qui est Porsche, Ferrari et Lamborghini sont concernés, mais pas que. Là, je vous l'ai mis, un Touran, un Ford Kuga, un XC90, donc on est quand même sur des gros SUV, mais des voitures aussi qui sont familiales et que vous pourriez avoir besoin pour un usage mixte. Et ben là, vous avez un malus qui vous coûte quasiment le prix du véhicule
dans la monie. Donc, ça vous dissuade fortement de l'acheter. On va parler à chaque fois des véhicules, un petit peu des topos particuliers. Si on est sur un véhicule électrique, on n'est pas concerné par ce malus. C'est pas qu'on a une exonération, c'est qu'un véhicule électrique, on est à 0 g de CO2 et qu'on a donc 0 € de malus sur cette partie-là. On a une deuxième taxe à l'achat, pardon. Donc l'idée, ça va être la même, hein, c'est les véhicules, de taxer les véhicules qu'on considère comme polluants. Et donc ce malus, c'est le malus en fonction de la masse du véhicule. On parle de la masse en ordre de marche, et c'est celui que vous avez trouvé sur la carte grise dans la mention G. Et là, on a un barème progressif par kilo. Donc quand on dit progressif, c'est qu'on a des tranches et qu'en fait, quand on prend le prix de la pénalité, puisque c'est un malus, on l'applique tranche par tranche. Et donc, pour chaque kilo en dessous de 1500 €, on a 0. Et puis après, on va avoir 2-3 tranches. Et pour chaque kilo au-dessus de 2 tonnes, de 2000 kilos, on va avoir 30 € de malus. Exemple d'un véhicule, une tonne 950, le malus aujourd'hui, c'est l'exemple qui est donné dans le petit calcul qu'on a là. On est à 6775 € de malus. Les véhicules électriques aujourd'hui sont exonérés de ce malus à la masse jusqu'au 30 juin 2026. Et à partir du 1er juillet 2026, on aura un abattement de 600 kg. Donc un véhicule qui pèserait 2 tonnes, un véhicule électrique qui pèserait 2 tonnes, serait retenu pour 1 tonne 4 et donc serait exonéré de ce malus. L'idée, c'est de tenir compte du poids significatif des batteries dans un véhicule électrique. J'ai une bonne nouvelle à vous donner, c'est que ces deux malus, quand on les additionne, sont plafonnés à 80 000 €. Donc voilà, si vous arrivez à d'un côté 80 000 et de l'autre côté 15 000, et ben vous paierez que 80 000 € de malus. Je suis pas sûr que non plus on soit bien concerné, mais le législateur a prévu ce plafond-là, c'est plutôt sympa. Et une autre nouvelle qui n'est pas forcément bonne, on avait un malus, un bonus écologique qui existait pour les achats de véhicules électriques dans une société. Et ben ce bonus-là a été supprimé depuis juillet 2025. Donc voilà, si vous pensiez que ça existait encore, ça n'existe plus. Ça, c'était quand vous achetiez le véhicule. Maintenant, ça va être la taxe qu'on a tous les ans. Donc là, on parle d'une taxe sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins professionnelles, à une activité professionnelle. C'est celle qu'on connaît dans le langage sous le nom de TVS, taxe sur les véhicules de société. Elle a été rebaptisée il y a 3-4 années. Maintenant, c'est une taxe sur l'affectation des véhicules de tourisme à des besoins professionnels. Dans cette taxe, on a deux composantes. Une taxe sur les émissions de CO2. On va retrouver, et on va le détailler, et puis une taxe sur les émissions de polluants atmosphériques, on va les retrouver aussi, les détailler. Le paiement de cette taxe est spontané, alors que quand on achète le véhicule, c'est au moment où l'immatricule qu'on a ces éléments-là, et on le paye tout de suite lors de l'achat, hein, c'est pas une déclaration en plus. Le paiement donc de ces taxes est spontané. Normalement, avec la déclaration de TVA du mois de décembre, quand on est en déclaration mensuelle ou trimestrielle, donc celle que vous avez déposée en janvier. Et pour ceux qui sont en déclaration de TVA sur l'exercice, donc ils font une seule déclaration et un acompte en juillet et en décembre, ce sera payé avec votre TVA de l'exercice. Donc si vous êtes en année civile, aux alentours du 3-4 mai. Vous êtes redevable de ces taxes, même si vous ne déposez pas de déclaration de TVA, hein. Vous êtes dans une activité exonérée, par exemple de formation, où vous êtes exonéré de TVA, donc vous ne faites pas de déclaration de TVA, et ben vous ferez votre TVA du mois de décembre déposé en janvier. En fait, c'est sur les annexes de la déclaration de TVA, donc il faudra bien vous inscrire sur impôts.gouv ou utiliser notre logiciel de déclaration de TVA pour pouvoir envoyer cette déclaration de TVA de manière spontanée. Euh, Quelles sont les entreprises et les véhicules concernés? La bonne nouvelle, on a une exonération des entreprises individuelles. Donc là, toutes les entreprises individuelles ne sont pas concernées par cette taxe. On parle des véhicules concernés, c'est ceux qui sont utilisés en France, et donc de manière assez large, qu'ils appartiennent à l'entreprise ou dont les frais sont pris en charge par l'entreprise. On verra, on est assez peu concerné, mais qu'il y a pour les grandes entreprises qui remboursent beaucoup de frais kilométriques à des salariés, on a prévu de les faire rentrer quand même dans cette taxe-là. Normalement, nous, TPE, PME, on n'est pas concernés par cette deuxième catégorie de véhicules dont les frais sont pris en charge par l'entreprise.
On considère donc sont concernés les véhicules M1, donc les véhicules de tourisme, et les pick-up, les N1 et 5 places. On a une exonération des véhicules électriques. Donc, je vous disais qu'on n'était pas concerné par les véhicules qui sont, dont les frais sont pris en charge aux manières d'indemnité kilométrique, puisqu'en fait, on bénéficie d'une minoration annuelle de 15 000 euros pour cette partie de taxe-là. Et je dis bien uniquement les véhicules dont les frais sont pris en charge, donc les véhicules dont la carte grise est à un salarié ou à un dirigeant. On a une minoration annuelle de 15 000 euros pour la taxe. Donc avant d'arriver à 15 000 euros de taxe, normalement, on est exonéré de cette taxe-là. Mais dans certaines entreprises où il y a beaucoup de commerciaux ou beaucoup de gens qui se déplacent avec des véhicules de tourisme, on peut être concerné aussi à ce titre-là. Le calcul de la taxe. On a un premier coefficient que ce qu'on appelle un coefficient pondérateur. Donc pour les véhicules possédés ou loués par l'entreprise, ça va être le nombre de jours de possession dans l'année. Et bien sûr, le nombre de jours de possession, donc pas le nombre de jours d'utilisation. Si vous êtes propriétaire sur toute l'année civile, eh ben, vous avez 365 sur 365, donc un coefficient de 1, vous n'avez pas de réduction. C'est au cas où vous achetez le véhicule en cours d'année ou vous le cédez en cours d'année qu'on va avoir, si vous le prenez au 1er juillet, un coefficient, alors il est calculé en nombre de jours, donc ce sera peut-être pas tout à fait 0,5, mais ce sera proche de 0,5. Euh, pour les, pour les véhicules utilisés, les véhicules des salariés ou des dirigeants utilisés par l'entreprise, on a aussi un coefficient par tranche en fonction du nombre de kilomètres parcourus par le véhicule au cours de l'année. Et donc, même chose, c'est pour ça qu'on est souvent exonéré aussi de cette taxe pour ces véhicules-là. On a un coefficient de 0 si on a fait moins de 15 000 kilomètres dans l'année avec le véhicule du dirigeant. Ça, c'est un coefficient multiplicateur. Et après, ben, on a un barème pour la première taxe, un barème progressif en fonction du CO2. Donc, on va de 0 euros quand on est à moins de 3 grammes de... Hop, pardon, j'ai passé la diapo. Voilà, 0 euros quand on est à moins de 3 grammes de CO2, donc on peut dire les véhicules électriques, jusqu'à 65 euros par gramme quand on est à plus de 137 grammes. Et pareil, je vous ai mis le petit formulaire de calcul et dans les liens qu'on vous a mis avant, vous avez le détail complet du barème. Et on a une deuxième composante de cette taxe qu'on appelle le barème polluant, où là, ça va dépendre de la vignette critère, donc c'est celle que vous avez qui est apposée sur votre pare-brise et qui vous permet de rouler dans certaines zones à faible émission. Si on a une vignette verte, on est à 0 euros de taxe sur cette partie du barème, donc verte c'est électrique. Violette, on est à 100 euros par an de taxe, et donc c'est les critères 1, et autre vignette, on est à 500 euros de taxe par an. Et donc, c'est la somme de ces deux barèmes qui vous donne la taxe appliquée à tous les véhicules utilisés par l'entreprise. D'où le petit formulaire de calcul que vous devez conserver, puisque la déclaration de la taxe, on met juste le montant, mais que bien sûr, on ne donne pas le détail aujourd'hui, on ne donne plus le détail quand on fait la déclaration, mais vous devez être capable de justifier du détail de votre calcul, et ce formulaire-là, qui est un formulaire standardisé par les impôts, même si on n'a pas besoin de le déposer, vous permettra de justifier du calcul que vous avez fait. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je m'étais amusé à calculer le petit, avec la carte grise de mon ancien client que j'avais pris. C'est un véhicule qu'il avait acheté en 2021, je crois, de mémoire. Il avait 2700 euros de taxes à l'achat sur ce véhicule-là. Aujourd'hui, le même barème appliqué fait 24 000 euros de taxes, donc il est probable qu'il n'aurait pas acheté ce véhicule aujourd'hui. Et ce même véhicule, avec 167 grammes de CO2, donne un peu plus de, je crois, de mémoire, exactement 4 139 euros de taxes annuelles. 4 000 euros de taxes chaque année, ça dissuade aussi de mettre ce véhicule en société. Un petit topo sur la fiscalité courante, donc celle qu'on va avoir tout au long de l'année. Achat, TVA sur les achats ou sur les loyers. La règle générale, c'est qu'on ne récupère pas la TVA sur les véhicules de tourisme, sur le prix d'achat ou sur les loyers versés aux loueurs. Donc on a une facture qui mentionne de la TVA, mais on n'a pas le droit de la récupérer.
On n'a pas de distinction là-dessus sur les véhicules de tourisme selon le carburant du véhicule, et on n'a pas non plus de distinction de savoir si c'était un véhicule neuf ou un véhicule d'occasion. La règle générale, c'est non récupération de la TVA sur le prix d'achat ou sur les loyers. Mais on a depuis le 30 avril 2025 une modification de cette règle générale, puisque suite à des mises en conformité avec des directives européennes, la DLF a publié un rescrit donc au BOFIP dont on va vous mettre le lien ici. Le BOFIP, c'est ce qui répertorie l'interprétation des règles du Code général des impôts selon la DLF. Et depuis le 30 avril 2025, on a le droit de récupérer la TVA sur l'achat si on a une contrepartie financière soumise à TVA pour l'utilisation, et notamment si on a un avantage en nature soumis à TVA, et on reparlera un petit peu plus tard de l'avantage en nature. Voilà. Donc, bah, il y a un calcul à faire. Est-ce que ça vaut le coup de soumettre l'avantage en nature euh, pour récupérer la TVA sur l'achat? Ça dépend de chaque cas, et notamment du montant de l'achat et du montant de l'avantage en nature. Attention, c'est une nouveauté. Aujourd'hui, on nous dit qu'on a le droit de le faire, et on n'a pas beaucoup de recul, puisque ça n'a même pas un an, sur comment ce sera apprécié en cas de contrôle, et notamment, est-ce que la contrepartie financière devra être à sa juste valeur, ou est-ce qu'une simple petite contrepartie financière suffit? Et on le verra dans les avantages en nature. Aujourd'hui, voilà, il y a quelques tolérances qui sont appliquées. Peut-être que dans certains cas, on n'aurait plus ces tolérances appliquées, puisqu'on aurait déjà récupéré la TVA, et donc le contrôleur serait un petit peu plus strict sur les autres éléments qui peuvent aller avec l'utilisation d'un véhicule. Je n'aborde pas, et c'est volontaire, mais j'en parle comme ça. Si vous avez entendu des gens qui achètent des véhicules qui sont des véhicules sans les banquettes arrière, et qui récupèrent la TVA et qui font remettre les banquettes arrière dedans, voilà, sachez qu'il y a eu pas mal de contrôles, sachez qu'on ne sait pas trop ce qui se passe en cas de pépin d'assurance. Voilà, donc on ne peut pas vous inciter à partir sur ces éléments-là, puisque c'est pas prévu par les textes. Et puis j'ai mis la TVA sur les frais courants. Carburant, on peut récupérer 80% de la TVA sur le gasoil et sur le samplon. Et on peut récupérer 100% de la TVA sur l'électricité qui sert à recharger les batteries du véhicule, et sur le GPL et le GNV. Sur l'entretien d'un véhicule de tourisme, la TVA n'est pas récupérable, et sur l'assurance n'est pas soumise à TVA, et donc vous ne pouvez pas récupérer de la TVA. Vous avez des fois sur vos avis d'échéance, c'est marqué assurance TTC, toutes taxes comprises, mais c'est pas de la TVA, c'est des taxes sur les assurances, notamment les taxes de catastrophes naturelles et autres. Donc ce n'est pas de la TVA, et vous ne pouvez pas récupérer ces taxes-là, même s'il y a marqué TTC sur l'avis d'échéance que vous pouvez recevoir, ou même s'il y a marqué taxe sur l'avis d'échéance que vous pouvez recevoir. Il n'y a pas de TVA sur les assurances. Déduction du prix d'acquisition. Pareil, on a une déduction qui est limitée sur le montant. Donc, on va parler au départ d'un véhicule qu'on a acheté. Vous achetez un véhicule, on va amortir ce véhicule, et donc générer une dotation aux amortissements qui va faire une charge comptable chaque année. La déduction de cette dotation aux amortissements est plafonnée à un prix global du véhicule de 30 000 euros si on est à moins de 19 grammes de CO2, donc toujours la même logique. On taxe plus les véhicules polluants, et on va assez vite dans les barèmes. Donc quand on est au-dessus de 130 grammes de CO2, on ne peut déduire que 9 900 euros répartis en général sur 5 ans. Pareil, par rapport à ce que je vous ai dit sur la TVA, le rescrit, ben, ce plafond-là n'a pas été, à ma connaissance, adapté, donc on ne sait plus trop si on parle de TTC, de TVA. C'est pour ça que je vous ai mis attention nouveauté. On aura peut-être des surprises dans les premiers contrôles qu'on aura avec 2-3 ans de recul.
Un petit exemple, donc l'achat d'un véhicule de 100 grammes de CO2 par kilomètre, dont la valeur TTC est de 40 000 euros. Je pars du principe que je récupère pas la TVA. Sur une durée d'amortissement de 5 années, je vais passer en amortissement comptable chaque année 8 000 euros, 40 000 divisé par 5. Mon barème, je suis dans la tranche 60 à 130 grammes avec mes 100 grammes de CO2 et donc je vais retenir en déduction uniquement 18 300 divisé par 5. Donc l'amortissement fiscal autorisé chaque année est de 3 660 euros et donc j'aurai une réintégration fiscale de 4 340 euros que je devrais mentionner sur ma liasse fiscale puisque j'aurai mis 8 000 euros de charges comptables mais uniquement 4 340 euros de charges de 3 660 de charges déductibles, je vais payer de l'impôt sur ce montant-là. C'est ça que ça veut dire. Petit focus véhicule électrique sur cette partie amortissement. La batterie du véhicule électrique est amortissable sans plafond. Souvent, et si c'est pas le cas quand vous achetez un véhicule électrique, demandez-le. Souvent, le vendeur du véhicule électrique, le concessionnaire, va vous distinguer sur la facture, voire des fois vous faire deux factures, une pour le véhicule, une pour la batterie. La batterie est amortissable sans plafond, ça diminue d'autant le prix du véhicule électrique. Là, je ne sais pas si mon exemple est réaliste, mais sur mon véhicule à 40 000 euros, s'il était électrique et que j'avais 11 000 euros de batterie, et ben du coup, je serais à 29 000 euros de montant de véhicule hors batterie, véhicule électrique 0 g de CO2, donc inférieur à mon plafond de 30 000 euros et donc je n'ai pas de réintégration, et donc je peux déduire la totalité de mon amortissement comptable. Donc encore une fois, un bonus à l'utilisation de véhicules ou à l'acquisition de véhicules peu polluants par les entreprises. La déduction du loyer est plafonnée de la même façon, le même mécanisme, donc en fonction du prix du véhicule. Et c'est le bailleur qui vous indique chaque année ou dans le contrat le montant que vous devrez réintégrer. Et pareil, la réintégration est extra-comptable. Donc on aura vraiment le même mécanisme indépendamment du loyer payé. C'est vraiment la valeur du véhicule qui correspond à la valeur que le bailleur a retenue, c'est celle où lui a acheté le véhicule, qu'on vous demande de réintégrer de manière extra-comptable sur lequel on vous demande de payer des impôts. Lors de la vente, vous avez utilisé le véhicule pendant un certain nombre de temps, vous vendez, l'entreprise vend le véhicule, vous avez une plus-value, donc qui, comme toute cession d'immobilisation, la plus-value est égale au prix de vente moins la valeur nette comptable. Donc si vous avez utilisé le véhicule 4 ans, je reprends mon exemple tout à l'heure, et ben, il me reste une année euh, d'amortissement, il me reste 8 000 euros de valeur nette comptable. Si le véhicule, vous le vendez 12 000 euros, votre plus-value, 12 000 euros moins 8 000 euros, 4 000 euros, c'est intégré dans votre résultat imposable et vous payez des impôts sur cette base-là. Je ne rentre pas volontairement parce que je pense pas qu'on soit concerné dans des histoires de plus-value court terme ou long terme. Si jamais votre véhicule que vous avez acheté 40 000 euros, c'était une voiture de collection et qu'elle a pris de la valeur, et donc vous la vendez plus cher que 40 000 euros, ce qui est quand même assez rare sur un véhicule qu'on a utilisé, bah, vous auriez euh, une ventilation court terme et long terme de cette plus-value avec des conséquences différentes, mais vraiment on est dans du cas très spécifique. Donc cette plus-value, elle est comprise dans votre résultat imposable. Pour les entreprises qui sont à l'impôt sur le revenu et uniquement pour celles-là, pareil, je vous ai mis un petit lien, Aminata va vous mettre le lien dans la discussion. Vous avez une exonération possible en fonction des recettes, c'est l'article 151 septies du Code général des impôts. Si vous êtes en prestation de service et que vos recettes sont inférieures à 90 000 euros, votre plus-value sur le véhicule, c'est pas parce que c'est un véhicule, hein, c'est parce que c'est une cession d'IMO, elle est complètement exonérée. Si vos recettes sont entre 90 et 126 000 euros, vous avez une exonération partielle dégressive et plus d'exonération au-delà de 126 000 euros de recettes. On parle des recettes hors taxe ou TTC en fonction de savoir si on est soumis à TVA, des deux derniers exercices de 12 mois qui précèdent, enfin ramenés sur 12 mois qui précèdent la cession. Donc c'est pas l'exercice où vous vendez le véhicule qui compte, c'est regarder les deux derniers exercices que vous aviez. Mais là, vous avez tout un petit topo dans le lien qu'on vous met ici. Quand on est en vente, c'est le même mécanisme, mais les seuils sont plus importants. On est exonéré totalement jusqu'à 250 000 euros et partiellement jusqu'à 350 000 euros. Et quand on est en agricole, c'est 350 et 450 les seuils.
L'usage mixte. Donc l'usage mixte, c'est tous les cas où on a un usage personnel du véhicule. Euh, donc le véhicule a un double usage, un usage professionnel et un usage personnel. On est toujours dans le fait que le véhicule appartienne à l'entreprise ou soit loué par l'entreprise, hein. Et donc cet usage personnel, il convient de le déclarer au nom du bénéficiaire. Et c'est souvent ce qu'on appelle l'avantage en nature. C'est une somme qu'on va déclaré au nom du bénéficiaire sur sa fiche de paye ou intégré dans sa rémunération imposable s'il n'a pas de fiche de paye. Et donc, c'est une somme qui est cotisée et imposée à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire. Son évaluation, et je vous ai mis un lien vers la page de l'URSSAF qui vous donne tous les éléments pour évaluer de manière, enfin, avoir toutes les règles de calcul précises de l'URSSAF. Son évaluation, elle peut être forfaitaire ou elle peut être calculée sur le coût réel du véhicule. Donc l'avantage en nature, il s'applique aux salariés et par tolérance aux dirigeants avec fiche de paye. Je vous mettrai sur le slide d'après le cas de tous les dirigeants, savoir comment on peut faire. On va dire pour les salariés, donc les dirigeants de SAS, de SASU, de SA, qui ont une fiche de paye, si on fait une évaluation forfaitaire, si le véhicule a moins de 5 ans, on est sur 15% chaque année du coût d'achat. Si le bénéficiaire paye à titre personnel son carburant. Et si tout le carburant est payé par l'entreprise, on est sur 20% du coût d'achat. Si le véhicule a plus de 5 ans, on est un peu moins cher, 10% du coût d'achat si le bénéficiaire paye son carburant et 15% du coût d'achat si le bénéficiaire, si tout le carburant est payé par l'entreprise. Quand on dit que le bénéficiaire paye son carburant, il faudra que, en tant que bénéficiaire, vous soyez capable de prouver que les pleins que vous faites quand vous êtes en vacances, quand vous êtes en congé, c'est bien vous qui les faites et qu'il n'y a pas de plein du véhicule et que il y a pas, voilà, vous pouvez distinguer clairement et prouver clairement que uniquement le carburant professionnel est payé par l'entreprise. Pardon. Si on est sur un véhicule loué, on est à 50% du coût annuel ou 67% du coût annuel. Donc l'entreprise ne prend que 33% du coût annuel quand on est sur un véhicule loué. Dans les deux cas, en location, on plafonne à l'avantage en nature de comme si on était propriétaire. Donc si 20% du coût d'achat, c'est moins important que 67% du coût annuel, on plafonne à 20% du coût d'achat. Dans le coût annuel, on entre le coût de détention du véhicule, amortissement ou loyer, le coût d'entretien, le coût d'assurance. Euh, ne rentre pas dedans les péages, puisque là, on met uniquement les péages professionnels dans sa comptabilité, tous les péages personnels, on les met à part. Donc ça, c'est l'évaluation forfaitaire. Deuxième mode d'évaluation, la quote-part personnelle réelle d'utilisation. Et donc là, on va prendre l'ensemble des coûts du véhicule, comme pour le véhicule loué, et on va faire le ratio entre le kilométrage total du véhicule, qui devra être cohérent et justifié notamment par les factures d'achat et donc d'entretien pardon, du véhicule. Donc entre ce kilométrage total et le kilométrage professionnel que vous avez fait, du coup, ça vous oblige, pour faire une évaluation selon la cote par personnel, de faire votre listing de kilomètres professionnels avec les déplacements et de les justifier comme si vous étiez sur des indemnités kilométriques dont on parlera tout à l'heure. Vous pouvez être sur des barèmes qui aujourd'hui sont moins importants en évaluation forfaitaire. On a eu une forte hausse de ces barèmes depuis le véhicule mis à disposition depuis le 1er février 2025. Donc si vous utilisez aujourd'hui un véhicule que vous avez depuis 2-3 ans, vous êtes sur les anciens barèmes qui étaient par exemple sur la première ligne d'un véhicule acheté de 9 et 12%. Vous changez votre véhicule en forfaitaire, vous passez sur ces nouveaux barèmes. Et quand on passe de 12% à 20%, ben forcément vous vous rendez compte que le montant qu'on va rendre cotisable et imposable est nettement plus important.
La fameuse quote-part personnelle, donc là, on va concerner tous les dirigeants qui sont sans fiche de paye, les gérants majoritaires, les entreprises individuelles. On doit le faire obligatoirement selon la quote-part réelle. Je sais qu'en pratique, on applique des fois pour ces dirigeants-là l'évaluation forfaitaire telle qu'elle était mise à côté. On a même encore des fois des vieilles pratiques qui disent je mets 2/7 parce que je me sers samedi, dimanche du véhicule sur les 7 jours par semaine. Euh, Ces pratiques-là, même si ça peut passer, c'est des pratiques pas vues, pas pris. La pratique qui est reconnue, c'est celle de faire l'estimation de la cote par personnel par la formule que je vous ai remise ici. Donc le coût annuel divisé par le kilométrage total. Et puis ben, pour connaître les kilomètres perso, c'est le total moins le pro. Et donc ça nécessite de connaître les déplacements professionnels. Le format pour les déplacements professionnels, on en parle juste après dans l'usage d'un véhicule personnel à des fins professionnelles. L'utilisation d'un véhicule personnel, on y est. Condition de forme, il faut que la carte grise soit au nom du salarié, éventuellement de son conjoint, ou au nom du dirigeant. Vous ne pouvez pas utiliser le véhicule de vos parents, a fortiori si vous êtes dirigeant. Il faut faire un relevé des déplacements professionnels, donc c'est date, lieu, motif. Et il faut pouvoir prouver la réalité du déplacement. Euh, voilà, je vais reprendre un exemple. Quand vous êtes à Lyon, euh, quand vous allez à Saint-Étienne, il n'y a pas de péage, donc c'est logique de ne pas avoir de ticket de péage. Quand vous allez à Grenoble, Chambéry ou Annecy, vous avez l'autoroute et en tant que professionnel, on prend l'autoroute parce que c'est du gain de temps et donc vous devez pouvoir justifier de la réalité du déplacement avec le ticket de péage. Si vous n'avez pas le ticket de péage, on va vous remettre en cause le déplacement. Ça peut être justifié de la réalité du déplacement avec votre agenda. Ça peut être avec un témoignage de la personne avec qui vous êtes allé voir. Voilà, ça peut être avec un billet d'entrée dans un séminaire. Mais vous devez pouvoir justifier de la réalité du déplacement. Et pareil, quand vous êtes à Lyon, si vous expliquez que vous allez à Paris en voiture et que vous justifiez ça par un ticket d'un café pris à la gare de Lyon, ça marche pas très bien. En général, on se fait redresser. Ça peut peut-être faire sourire, je vois pas vos visages, mais c'est du vécu. J'avais un client qui me l'avait fait le coup à l'époque. Bah, forcément, dans le contrôle, le contrôleur lui a demandé s'il se moquait de lui. Je vous le rappelle aussi, les remboursements de frais professionnels sont une obligation pour l'employeur, hein. Donc, si un de vos salariés utilise un véhicule personnel pour des besoins professionnels, vous devez lui rembourser ces frais-là. Et une fois qu'on a les kilomètres, et ben pour un salarié, on va utiliser le barème des indemnités kilométriques. Pour un chef d'entreprise, euh, on va pouvoir, donc pour les auto-entrepreneurs, on n'est pas concerné, hein. On a une déduction forfaitaire des charges, et pour les auto-entrepreneurs micro, on n'est pas concerné. Pour les entreprises individuelles, si on est en BNC, on a un barème des indemnités kilométriques ou les frais réels. Donc les frais réels, c'est la quote-part, comme on l'a vu, qui peut être utilisée. Pour tous ceux qui vont être artisans, commerçants, bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices agricoles, les indemnités kilométriques, l'utilisation du barème est interdite. Donc vous ne pouvez pas les prendre, vous ne pouvez prendre que les frais réels, sachant que le carburant peut être évalué de manière forfaitaire, mais vous devez prendre que les frais réels. Pour ceux qui sont à l'IS, pareil, on peut prendre les ICA ou faire les frais réels. Pour les gérants de travailleurs qui ont le statut de travailleur indépendant, donc on va retrouver les EURL, les gérants majoritaires de SARL, les gérants de SNC. On sera au choix sur un barème d'indemnité kilométrique ou des frais réels. Et pour les dirigeants salariés, ben, on a au choix les indemnités kilométriques, les frais réels, où on avait remis le forfait comme on l'avait vu pour l'avantage en nature. Tous les autres, en fait, on n'a pas de forfait. C'était ça l'idée de la colonne, de vous dire qu'on n'avait pas de forfait. Est-ce que le déplacement domicile-travail est un déplacement qui est considéré comme professionnel ou considéré comme personnel? En BNC, en BIC, c'est considéré comme professionnel. Dans les autres cas, c'est considéré comme personnel, tout simplement parce que dans les autres cas, on a un abattement de 10% sur notre rémunération imposable. Et donc, cet abattement-là intègre le déplacement domicile-travail, alors que dans les autres cas, ils n'ont pas cet abattement. C'est pour ça qu'ils peuvent déduire les déplacements faits pour se rendre du domicile au lieu de travail.
Cette dernière petite remarque pour les gérants, travailleurs indépendants, on a la petite exception pour ceux qui seraient gérants de sociétés d'exercice libéral, puisqu'on leur a changé depuis l'année dernière leur mode de calcul des cotisations et d'imposition de la rémunération. Donc voilà, ça concerne peut-être quelques-uns d'entre vous. Voilà la présentation que je voulais vous faire. J'espère que j'ai été clair. C'est le moment de vérifier en prenant les principales questions. À toi, Quentin. Merci Sylvain. Pas mal de questions soulevées. Merci Émilie, que tu as répondu à presque toutes les questions. On a eu une question intéressante, je trouve, sur les scooters utilisés comme véhicules de société. Est-ce que c'est hors du périmètre du webinaire ou soumis à la même législation, tout simplement? Émilie a Désolé. répondu à la question, elle a regardé en même temps. Les Non, scooters, il c'est y a un juste. barème les deux roues, il y a un barème spécifique pour les indemnités kilométriques. Euh, Question piège, À question ce, piège. à ce moment-là, est-ce que Mathieu pourrait nous envoyer sa question sur l'adresse mail commercial@maconta.fr? Comme ça, on pourra se pencher sur la question avec Sylvain et vous faire une réponse détaillée. À chaque Euh, fois, quand je ne sais pas, je préfère pas dire de bêtises ouais. et prendre le temps de répondre. On a également eu pas mal de questions sur tout ce qui est leasing, LOA et compagnie. Si on est en leasing, le véhicule appartient pour l'instant à l'organisme bancaire. Est-ce que les taxes à l'achat s'appliquent ou seulement à la fin du leasing quand ça deviendra la propriété de l'entreprise? Oui, les taxes à l'achat, ça s'applique au début du leasing. Elles sont payées directement par le loueur, donc il les répercute dans le prix du leasing mensuel. Et les D'accord. taxes à l'achat s'appliquent à la première immatriculation du véhicule en France d'une manière générale. C'est pour ça qu'on parle de véhicules neufs ou de véhicules importés quand on va les prendre en Europe. Il y a justement eu cette question sur une personne qui demandait si les taxes s'imposaient sur les véhicules d'occasion et les véhicules d'occasion achetés dans d'autres pays de l'Union européenne. Du coup, dans le premier cas, si j'ai bien compris, ça ne s'applique pas, mais le deuxième cas, vu qu'il y a une réimmatriculation en France, la taxe s'applique. Pas mal de questions aussi sur les véhicules CTTE sur la carte grise. C'est un cas que tu as exclu au début du webinaire. Est-ce que tu l'as exclu parce qu'ils ne sont pas concernés ou parce que c'est un régime fiscal différent Alors on va parler de la vraie camionnette, hein, du petit, je sais pas, il fait un peu de pub Berlingot, Kangoo et partenaire de l'artisan, quelle que soit sa profession, ou qu'il soit artisan ou pas, jusqu'au véhicule un peu plus gros avec un petit fourgon sur cette partie-là. C'est les véhicules de moins de 3,5 tonnes qui sont en CTTE. Ce sont des véhicules qui ne sont pas des véhicules de tourisme. Donc on a la récupération de la TVA à l'achat sans problème. On n'a pas de limite de déduction de plafonnement des amortissements ou de limite de déduction du loyer quand ils sont en leasing. On est vraiment hors scope. Vous achèteriez un ordinateur, on appliquerait les mêmes règles. Voilà. J'ai juste cité le cas parce que je sais que ça s'est beaucoup fait, mais même si ça se fait moins, de gens qui achetaient des véhicules de tourisme sans les banquettes arrière et qui les faisaient remettre avec des modifications, des passages de carte grise aux mines pour une fois avoir des banquettes, une fois pas les avoir. Voilà, ça c'est ce que j'appelle jouer avec le feu. Donc, voilà. Ce ne sont pas pour moi des véhicules camionnettes. D'accord. Également la question, vous parlez de la taxe d'achat, mais si c'est un crédit bail, il n'y aura pas de malus? Pareil, c'est Crédit Bail Ouais. Leasing, c'est la même chose. C'est l'organisme financier qui achète le véhicule, hein, parce qu'en fait, votre concessionnaire, quand vous avez un leasing, que ce soit sa banque interne ou que ce soit un organisme externe qui mette en place le financement, il y a une vente du concessionnaire à cet organisme-là avec une immatriculation et ça déclenche le paiement des taxes. Ensuite, on a eu
Je ne sais pas si tu l'as évoqué, tu as évoqué beaucoup de choses. Est-ce que vous allez évoquer la TAI, la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules à faible émission? Euh, Alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais j'en suis quasiment sûr. Pour moi, je l'ai volontairement exclu parce que je crois que c'est pour les flottes de plus de 50. J'hésite entre 50 et 100 véhicules. Donc, c'est pas notre scope des gens qui sont autour de la table. Mais effectivement, euh, alors, c'est une taxe incitative. De ce que j'en ai lu en grande ligne, parce que j'ai jamais été concerné directement, euh, quand vous avez un certain nombre de véhicules dans votre entreprise de tourisme, vous devez avoir un certain nombre de véhicules qui sont dits à faible émission. Et si vous n'avez pas ce nombre de véhicules parmi, je crois, je sais plus si c'est 50 ou 100, si vous n'avez pas ce nombre de véhicules-là, vous avez une taxe. Donc c'est une taxe incitative, ça reste une taxe, hein, c'est pas un bonus qu'on vous verse sur cette partie-là. Mais normalement, enfin, je pense pas qu'on soit concerné autour du webinaire. Pareil, s'il y a un cas particulier, on peut poser la question et revenir plus dessus. Bien sûr. Une autre question, je suis l'actionnaire de ma société. J'utilise mon véhicule perso pour mes déplacements pro. Sur la carte grise, il est en CTTE. Dans le but de la conversation, vous les avez exclus. Qu'en est-il? Ça va être donc on parle d'un actionnaire ou d'un dirigeant. On est plutôt d'ailleurs sur un dirigeant. Euh, on est sur un remboursement au barème kilométrique avec la puissance fiscale de 4 à 7 chevaux. Le fait qu'on soit CTTE ou VP de ce côté-là, pour moi, ne D'accord. change pas. Au C'est passage, plus rare comme cas parce qu'en général, les véhicules de CTTE, vu qu'on n'a pas les malus de la fiscalité, on les met plutôt dans l'entreprise. Mais ça pourrait arriver, effectivement. Ok, merci. Au passage, Aminata a publié la notice de la TAI dans l'onglet conversation. Si la personne qui a posé la question veut télécharger l'image pour la parcourir tranquillement. Est-ce que les entreprises individuelles en régime micro sont concernées? Alors, en Euh, régime par toutes les taxes à l'achat, oui. Par la taxe annuelle sur les polluants, on a dit que les entreprises individuelles étaient exonérées, donc les micros sont des entreprises individuelles et en sont exonérées. Et après, les micros n'ont pas de charges déductibles puisque c'est du forfait, donc ils ne sont pas concernés par la limitation des frais déductibles puisque c'est des frais forfaitaires. TVA, on peut avoir des micros qui sont soumis à TVA et donc là on applique les mêmes règles. Le fait d'être micro ne change pas sur la partie TVA. cool. Deux dernières questions juste, après je te laisse Sylvain, promis. Tu m'embêtes pas, Quid hein. quid des taxes pour l'entreprise quand elle rachète le véhicule perso du dirigeant? Alors, ben, vu que c'est un véhicule qui a déjà matriculé, toutes les taxes à l'achat, on les a pas. Après, du coup, on va avoir les taxes annuelles de la même façon et les plafonds de déduction de la même façon, sauf qu'on se basera sur le prix d'achat du véhicule et pas sur le prix d'origine du véhicule. D'accord. Et dernière question, une question qui est intéressante, un cas qu'on n'a pas forcément évoqué, c'est le cas des véhicules hybrides. Est-ce qu'ils rentrent dans le dispositif de déduction sur la base amortissable pour le calcul des amortissements excédentaires? Oui, les véhicules hybrides, ils ont un nombre de grammes de CO2 par kilomètre qui figure sur la carte grise, et ils rentrent dans la tranche dans laquelle ils sont. Bon, si vous avez un petit véhicule hybride, vous allez être dans la deuxième tranche à 20 000. Et si vous avez un véhicule qui dépasse 60 grammes, alors la majorité des véhicules hybrides doivent être en dessous de 60 grammes. Mais vous pouvez en avoir qui seraient D'accord. un petit peu gros et qui seraient plutôt dans la deuxième tranche. Mais oui, oui, ils rentrent dedans. Les véhicules électriques rentrent aussi dedans, sauf qu'ils sont à 0 gramme. Donc à 0 gramme, t'es dans 30 000 de Ouais, déduction. Voilà. Mais ils rentrent d'accord. dedans, pas de souci. Et dernière question, alors tu me diras si c'est un peu hors scope parce que c'est presque du conseil. Compte tenu des taxes qui s'empilent sur les véhicules thermiques, un dirigeant de société n'a-t-il pas intérêt à racheter le véhicule à la société et passer aux ICA pour s'exonérer de ces taxes annuelles? Calcul à faire. Voilà. Calcul à faire.
Grosso modo, au doigt mouillé, ça dépend de votre activité. Si vous avez une activité avec beaucoup de représentation, vous allez beaucoup chez les clients. Et que vous vous déplacez beaucoup, clients, fournisseurs ou autres, bah là, vous pouvez avoir intérêt à faire des indemnités kilométriques. Si vous avez une activité sédentaire de bureau, de commerce, où ce sont les clients qui viennent à vous, où vous travaillez en distanciel tout le temps, bah là, vous n'aurez pas beaucoup de kilomètres. Et donc, l'intérêt de faire des ICA, des indemnités kilométriques avec pas beaucoup de kilomètres sera limité. Mais dans les deux cas, il faut faire le calcul. Et je sais après qu'il y a une question de ressenti. Au-delà des taxes et autres, il y a ce qu'on paye en tant que dirigeant qui sort de notre compte bancaire personnel, et il y a l'argent qui sort du compte professionnel. On le considère des fois et on ne ressent pas toujours de la même façon. Donc beaucoup de gens préfèrent que ce soit un véhicule de société. Et c'est pour ça qu'il y a autant de taxes aussi. C'est que finalement l'État continue de rajouter des taxes et les entreprises continuent d'acheter des véhicules. Donc D'accord. Et attends, excuse-moi, il y a juste une autre question que je trouve assez intéressante. Nous avons un véhicule de société électrique, mais nous passons aussi des kilomètres sur nos voitures perso à cause de l'autonomie du véhicule électrique qui n'est pas toujours suffisante. Est-ce possible de mixer les deux ou non? c'est tout à fait possible de mixer les deux, hein, comme je l'ai dit et comme on le dit à chaque fois, Mm. c'est la réalité du déplacement. Si effectivement, quand vous devez partir de Lille pour aller à Marseille pour un salon, vous prenez plutôt le véhicule thermique, ça se conçoit. Il faut juste qu'il y ait bien un salon à Marseille ce jour-là, que le week-end soit pas trop inclus dedans et tout ce qui va avec, quoi, sur ce truc-là. Mais voilà, on est sur des choses communes. Voilà, il n'y a pas de difficulté à avoir deux véhicules euh, sur cette partie-là. Super. Merci Sylvain en tout cas pour cette présentation. J'ai l'impression que les retours sont plutôt positifs des gens qui ont dû nous quitter un petit peu en avance. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Merci pour vos questions toujours aussi pertinentes. Vous avez un sondage qui est apparu à votre écran. Comme d'habitude, si vous pouvez prendre 30 secondes, une minute pour y répondre, ça nous aide pour évaluer la qualité du webinaire, voir ce qu'on peut modifier, ajouter, enlever en fonction du centre d'intérêt de nos clients sur les différents thèmes qu'on propose. On se retrouve, en tout cas pour ceux qui se sont inscrits, la semaine prochaine pour ceux qui vont basculer sur la nouvelle interface. Sylvain, si je me trompe, tu m'arrêtes pour avoir une présentation un petit peu de la nouvelle interface de l'application que vous découvrez au fur et à mesure depuis maintenant quelques semaines. C'est pas un webinaire que vous trouverez sur la page de lancement, c'est un webinaire pour lequel vous avez reçu un lien pour ceux qui sont concernés. Et donc effectivement, on vous invite à nous retrouver jeudi prochain de mémoire. Jeudi, c'est ça. Parfait. Merci Sylvain et merci à tous pour votre présence et vos questions. À Merci à bientôt, toutes au et revoir. tous, bon appétit.